Alors que tout le monde parlait du F-35 comme de l'avenir de la guerre aérienne, un pays qui n'avait pas combattu depuis des siècles a construit en silence l'avion le plus redouté du XXIe siècle. Cela semble ridicule jusqu'à ce que vous découvriez comment il a réussi à opérer sans base, sans aide et sans être détecté. Et le plus troublant, c'est qu'il peut décoller de n'importe quelle route et disparaître avant que vous ne le trouviez. En 2015, lors d'un exercice militaire conjoint, des pilotes chinois aux commandes de chasseurs Su-27 sont tombés sur un avion léger, aux ailes courtes et au comportement imprévisible. 4 jours plus tard, la force aérienne chinoise avait été pratiquement anéantie. 41 défaites face à un ennemi qui coûtait 7 fois moins cher qu'un F-35. Quel genre de technologie peut humilier une superpuissance sans utiliser la force brute? Nous ne parlons pas d'un drone secret ni d'une super-arme du Pentagone. Nous parlons d'un chasseur conçu par un pays dont la dernière balle au combat a été tirée il y a plus de 200 ans. Une nation qui, sachant qu'elle ne pouvait pas gagner avec la quantité, a décidé de le faire avec l'intelligence et, pour y parvenir, a dû réécrire toutes les règles de la guerre aérienne moderne. Cet avion a été créé pour répondre à une question brutale. Que faites-vous lorsque vos bases, pistes et centres de commandement ont été réduits en cendres dans les premières minutes d'une guerre? La réponse est un avion qui n'a pas besoin de base, n'a pas besoin d'abri. Il a juste besoin de disparaître et de réapparaître là où personne ne l'attend. Ceci, c'est l'histoire de l'avion qui pourrait changer l'avenir du combat aérien. Mais pour comprendre sa véritable puissance, il faut d'abord comprendre comment il est séronné et pourquoi son existence terrifie les plus grandes puissances du monde. La doctrine suédoise, ne pas avoir de base. La Suède n'a jamais eu l'intention de devenir une puissance militaire. Elle n'avait pas de colonies à protéger, pas d'ennemis déclarés, ni d'ambition territoriale. Mais elle avait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une position stratégique, juste entre le feu croisé des grandes guerres européennes. Pendant plus de 2 siècles, elle a réussi à éviter les conflits, mais elle savait que cette paix n'était pas gratuite et que si une guerre totale éclatait un jour, elle n'aurait pas le temps de réagir. Contrairement à la Suisse, qui avait des montagnes pour se cacher, ou aux îles comme le Japon ou le Royaume-Uni, qui avaient limé la mer comme bouclier, la Suède était un pays plat, ouvert, exposé. Un simple coup d'œil à la carte en dit long. Des centaines de kilomètres de frontières vulnérables, des côtes sans défense naturelle et une proximité inquiétante avec la Russie et auparavant avec l'Union soviétique. Chaque mètre de territoire était une porte d'entrée possible pour un missile ennemi et il n'en fallait pas beaucoup, juste un seul bien dirigé pour rayer de la carte une base aérienne entière. Alors est venue la question qui a changé toute leur doctrine militaire. Que se passe-t-il si toutes nos bases sont détruites dans les 5 premières minutes de guerre? Ce n'était pas une hypothèse théorique, c'était une certitude qui se répétait à chaque simulation, à chaque exercice. Les stratèges suédois savaient que lors d'une attaque surprise, ils perdraient leur capacité aérienne avant même de décoller. Et sans avion, il ne restait plus rien. Le programme BA-60, la base aérienne nationale. Alors que d'autres pays construisaient de grands hangars, des fortifications en béton et misaient sur la supériorité technologique, la Suède
a choisi une autre voie, une voie désespérée, mais ingénieuse. Si nous ne pouvons pas protéger nos bases, n'en ayons aucune. Au lieu de défendre une poignée d'installations critiques, ils ont décidé de transformer l'ensemble du pays en une base aérienne potentielle. Chaque tronçon de route, chaque zone boisée, chaque espace plat ferait partie du système. Rien de fixe, rien de prévisible, rien que l'ennemi ne puisse effacer d'un seul coup. C'est ainsi qu'était né le programme BA-60, une stratégie qui semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. L'idée était de disperser les avions sur tout le territoire, opérant à partir de pistes auxiliaires camouflées, avec une logistique mobile, des dépôts de cachets et des hangars improvisés. Si l'ennemi attaquait un endroit, un autre serait déjà prêt à répondre depuis la forêt voisine. Mais un problème brutal est apparu. Aucun avion au monde n'était préparé pour cela. Les chasseurs de l'époque étaient dormés comme des chevaux de course, rapides, puissants, mais fragiles. Ils avaient besoin de longues pistes, d'un soutien technique constant, de carburant spécialisé, de personnel formé et d'une énorme infrastructure derrière eux. Dans le nouveau modèle suédois, il n'y aurait de temps pour rien de tout cela. Le chasseur parfait devrait décoller de n'importe quelle route, ravitailler en quelques minutes, se réarmer avec un équipement minimal et retourner au combat avant que l'ennemi ne sache où il se trouvait. Était-ce même possible? La plupart des experts ont dit non, que c'était une fantaisie, qu'aucun pays sans expérience récente de combat réel ne pouvait développer un tel système. Mais la Suède n'avait pas le choix, car elle savait que si elle attendait d'avoir une guerre pour être préparée, il serait déjà trop tard. C'est ainsi que commença le plan le plus audacieux de son histoire militaire. Construire un avion capable de survivre à la disparition du pays lui-même. Et non seulement survivre, mais continuer à se battre comme si de rien n'était. La naissance du Gripen, l'avion modulaire. Le Gripen n'aurait pas dû exister, du moins sur le papier, car aucun pays qui n'a pas combattu depuis 2 siècles, sans expérience directe des guerres modernes, sans budget colossal, ni accès illimité à une technologie de pointe, ne devrait pouvoir construire un chasseur capable de défier les superpuissances. Et pourtant, la Suède l'a fait parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Le Gripen est né d'une nécessité existentielle. Créer un avion qui non seulement volerait, mais survivrait à la fin du monde. Après le Draken, qui avait prouvé que la Suède pouvait innover, et le Viggen, qui avait poussé cette idée encore plus loin, la doctrine BAS-90 a poussé les ingénieurs suédois au bord du précipice. Cette fois, un avion fort ou rapide ne suffisait pas. Ils avaient même besoin d'une machine qui pouvait vivre sans pays, sans piste, sans soutien. Un chasseur qui pouvait être ravitaillé par des conscrits sur une route gelée, sous le feu ennemi, et retourner au ciel sans laisser de traces. Le Gripen devait être invulnérable, non pas parce qu'il était inaccessible, mais parce qu'il serait toujours au mauvais endroit pour l'ennemi. Mais pour que cela soit possible, la Suède a dû rompre avec tout ce qui existait auparavant. Les configurations traditionnelles ne servaient à rien. Les moteurs habituels n'étaient non pas suffisants. Même la logique avec laquelle le logiciel était écrit a dû être réinventée. Saab a conçu des ailes delta tronquées, des canards mobiles qui aidaient à la fois à freiner et à manœuvrer, et un train d'atterrissage robuste capable de résister aux atterrissages sur des routes non préparées. Et pourtant, tout était insuffisant si l'avion ne pouvait pas être entretenu,
par une équipe de 6 personnes en moins de 10 minutes. La solution a été aussi radicale que le défi. Le Gripen serait modulaire. Son avionique aurait des systèmes séparés entre les missions et le vol, ce qui permettrait de changer le logiciel de combat sans mettre en péril la stabilité de l'avion. Un nouveau missile? Seul un correctif était nécessaire. Un radar plus avancé? Juste une mise à jour. Alors que d'autres nations mettaient des années à modifier leurs chasseurs, la Suède pouvait les faire évoluer en quelques semaines. 6 semaines. Le tueur de F-35 en action. Mais cela soulevait une autre question. Un avion aussi polyvalent pouvait-il être également létal en combat réel? La réponse est venue par le feu. En 2015, lors d'exercices conjoints, des pilotes chinois pilotant des chasseurs Su-27 ont affronté le Gripen. Ils l'ont sous-estimé. Au début, il ressemblait à un chasseur léger, de plus sans furtivité, sans vitesse supersonique soutenue, sans renommée internationale. 4 jours plus tard, les chiffres ont parlé. 41 victoires pour seulement 9 défaites. C'était un résultat qui faisait honte à toute une force aérienne et que personne ne pouvait expliquer facilement. Comment un chasseur qui coûtait une fraction du F-35 pouvait-il le neutraliser avec une telle efficacité? La clé n'était pas dans le spectacle, mais dans la subtilité. Le Gripen ne dominait pas le ciel par la force brute. Il le faisait parce qu'il était invisible dans le chaos. Il opérait à partir de lieux impensables, apparaissait, frappait et disparaissait. Pendant que l'ennemi organisait une contre-attaque, le Gripen était déjà à un autre point de la carte, ravitaillé, réarmé, avec de nouveaux systèmes chargés. Son faible coût d'exploitation permettait une fréquence de vol absurde. Ses capteurs, bien que non aussi avancés que ceux d'un F-22, étaient plus que suffisants lorsqu'ils étaient utilisés avec une précision chirurgicale. Et c'est là qu'est apparu le surnom qui allait changer la façon dont le monde le voyait. Le tueur de F-35, non pas parce qu'il était plus avancé, mais parce que sur le champ de bataille réel, où les radars échouent, les pistes sont bombardées et les systèmes s'effondrent, le Gripen continuait de voler. Il n'avait pas besoin de permission, il n'avait pas besoin de soutien, il avait juste besoin de survivre. Et en temps de guerre, cela est l'idole plus précieux que toute puissance technologique. La parabole, volante, plus fort que la furtivité. Quand il est apparu sur le radar mondial, peu l'ont pris au sérieux. Il était petit, n'avait qu'un seul moteur, n'avait pas l'air agressif et venait d'un pays qui n'avait pas tiré un seul coup de feu au combat moderne. Mais ce que personne n'avait encore compris, c'était que c'était précisément sa plus grande force. Alors que d'autres chasseurs nécessitaient des pistes fortifiées, des hangars climatisés, des escadrons de soutien et une logistique constante, le Gripen pouvait être n'importe où, sur une route rurale, sur un tronçon de lac gelé, dans une clairière et, surtout, il était déjà prêt à se battre avant que vous ne sachiez qu'il avait atterri. Ses ennemis s'attendaient à voir de la force brute, mais ils ont fait face à un fantôme. Le Gripen était un paradoxe volant. Il n'avait pas la furtivité, mais il était presque indétectable. Il n'avait pas de super vitesse soutenue, mais il était toujours là où il ne devrait pas être. Il n'était ni le plus agile, ni le plus rapide, ni le plus armé, mais il était optimisé pour une seule chose, survivre quand tout le reste s'est effondré. Dans les simulations, il a démontré qu'il pouvait faire face à des chasseurs beaucoup plus chers et sophistiqués,
non pas parce qu'il les surpassait en paramètres, mais parce qu'il exploitait chaque ressource au maximum sans rien gaspiller. Puis vint le coup de grâce, l'analyse de David Archibald, auteur de American Gripen. Dans son rapport, il a exposé ce que beaucoup pensaient en secret, que le F-35, malgré sa technologie futuriste, était une machine fragile, coûteuse, lente à entretenir et dangereusement surévaluée. Archibald n'a pas comparé le Gripen avec admiration patriotique, mais avec une froideur chirurgicale. Ces chiffres étaient simples et dévastateurs. Alors qu'un F-35 pouvait dépasser les 50 000 $ par heure de vol, le Gripen fonctionnait pour à peine 4 000 $. Alors que l'un nécessitait des semaines pour une mise à jour, l'autre s'ajustait en quelques jours. Et dans les simulations, l'impensable. Le Gripen égalait le F-22 en efficacité par unité et battait le F-35 dans presque tous les scénarios de combat rapprochés. Ce n'était pas seulement une comparaison technique, c'était un avertissement. Dans un monde où les conflits ne se déroulent plus entre deux superpuissances, mais entre des alliances volatiles, des technologies en évolution et des menaces mobiles, le Gripen représente quelque chose que les chasseurs de 5e génération ont oublié. La guerre réelle ne pardonne pas les erreurs. Lorsque les bases tombent, lorsque le système s'effondre, lorsque les pilotes doivent choisir entre voler ou survivre, le Gripen décolle. Seul, rapide, létal. Aujourd'hui, alors que beaucoup se tournent vers les drones ou l'intelligence artificielle, le Gripen est toujours là, silencieux, se redessinant, se mettant à jour. Il ne deviendra peut-être jamais une icône culturelle, ni ne jouera dans des jeux vidéo ou des films à succès. Mais pour les nations qui comprennent que la guerre ne se gagne pas avec l'apparence, mais avec la préparation, le Gripen est plus qu'un avion. C'est un message. Le ciel n'appartient plus aux plus riches, mais à ceux qui savent disparaître avant le premier tir. L'avertissement inquiétant. Il y a quelque chose de troublant dans le Gripen. Ce n'est pas sa vitesse, ce n'est pas sa puissance de feu. C'est le fait que sa simple existence brise la logique avec laquelle les armées modernes sont construites. Car dans un monde où la complexité, le luxe technologique et les plateformes multimillionnaires sont récompensés, le Gripen est l'opposé. Simple, efficace, indétectable et d'une fonctionnalité dévastatrice. Pendant des décennies, les stratèges militaires ont pensé que la victoire venait avec plus de capteurs, plus d'écrans, plus de données. Mais la Suède n'avait pas le temps pour les fioritures. Elle savait que dans la guerre réelle, lorsque les systèmes échouent et que les satellites tombent, la seule chose qui compte est de savoir qui peut continuer à se battre le lendemain. Et le Gripen a été conçu précisément pour cela, pour reprendre l'air quand tout le reste a été réduit en cendres. Le Gripen n'a pas été créé pour impressionner, il a été créé pour survivre. Il n'a pas besoin de bases parce que les bases sont les premières cibles. Il n'a pas besoin d'une furtivité parfaite car il ne reste pas assez longtemps au même endroit pour être détecté. Il n'a pas besoin d'une superpuissance derrière lui car sa conception est sa défense. Vous ne le verrez peut-être pas arriver, mais si vous le voyez, vous êtes probablement déjà en train de perdre. Les pilotes qui l'ont affronté le décrivent avec le même mot. Frustrant, car il n'y a pas de gloire à combattre quelque chose que vous ne pouvez pas attraper. Il n'y a pas de réponse quand un avion apparaît d'une route secondaire, lance son attaque et s'évanouit dans la forêt.
Il n'y a pas de défense contre ce qui n'a pas de modèle, de base ou de point faible évident. Et c'est peut-être la véritable force du Gripen. Ce n'est pas qu'il gagne toutes les batailles, c'est que, bien souvent, la guerre est déjà perdue avant même qu'elle ne commence. Alors, quand vous entendez parler du Gripen, ne le voyez pas comme une curiosité nordique, voyez-le comme un rappel brutal. La guerre n'est pas toujours gagnée par le plus fort. Elle est gagnée par celui qui peut se relever le plus souvent après le coup. Et en ce sens, cet avion n'est pas seulement une machine, c'est un avertissement qui vole bas, frappe vite et disparaît, avant même que vous ne sachiez par où il est arrivé. L'avenir de la guerre est la résilience. Aujourd'hui, le Gripen continue d'opérer dans de multiples forces aériennes du monde. Il a été exporté vers des pays qui savent que la guerre réelle ne donne pas de seconde chance et que lorsque tout échoue, base, radar, communication, une seule chose compte, rester en l'air, alors que d'autres nations tentent d'adapter des systèmes complexes à des environnements imprévisibles. Le Gripen est né prêt à opérer là où d'autres ne pourraient même pas atterrir. Au cours de la dernière décennie, Saab a mis à jour le Gripen avec une nouvelle version. Le Gripen E avec plus d'autonomie, un radar AESA, de nouveaux capteurs, des améliorations de guerre électronique, mais tout en conservant le même principe, ne dépendre de personne pour continuer à se battre. Il peut décoller sur 500 mètres, atterrir dans des zones non préparées, ravitailler en 10 minutes et retourner au combat sans passer par une base fixe. C'est son avantage, et c'en est un que très peu peuvent égaler. Beaucoup de chasseurs gagnent par la puissance, la technologie ou la quantité. Le Gripen gagne parce qu'il continue de voler quand tout le reste a été détruit. Et cette capacité dans les scénarios modernes peut faire la différence entre contrôler le ciel ou le voir se perdre dans les flammes. C'est un système de combat complet qui n'a pas besoin de spectacle. Il a juste besoin de survivre plus longtemps que vous. Alors, gravez ceci. Vous pouvez avoir le meilleur avion du monde et quand même perdre la guerre, si vous n'êtes pas préparé pour le premier coup, parce que le Gripen n'a pas été conçu pour faire sensation. Il a été conçu pour ne pas tomber. Et si vous n'avez pas compris cette différence, vous feriez mieux de revenir au début de la vidéo et de la revoir, car la première erreur peut être la dernière. Et si vous pensez que le Gripen est l'arme ultime des cieux, vous feriez mieux de connaître l'armada maritime qui a dominé l'océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, les destroyers de type Fletcher. Dans la vidéo qui apparaît à l'écran, nous vous montrerons comment la marine américaine a envoyé les destroyers Fletcher comme chair à canon pour gagner la bataille du Pacifique lors de la célèbre bataille de Samar. Oui,